Un décès mystérieux. Samora Moisé Machel, né le 29 septembre 1933 à Madragoa, actuellement Chilambène, au Mozambique, est mort le 19 octobre 1986 à Mbuzini en Afrique du Sud, est un homme politique mozambicain, membre du Frélimo et premier président de la République populaire du Mozambique indépendante entre 1975 et 1986. Il est considéré comme le père de l'indépendance du Mozambique. De religion protestante, Samora Machel est le fils d'une famille Shangaan, en portugais, Shangaan, de la province de Gaza. Il est scolarisé à la mission catholique la plus proche, mais, à la suite de la mort de son frère dans une mine en Afrique du Sud, Samora Machel est obligé de cesser ses études, faute de ressources financières. Il parvient néanmoins à commencer une formation d'infirmier et est embauché à l'hôpital de Lourenço Marques. Il devient ensuite l'infirmier personnel attaché à une doctoresse portugaise. En 1961, Machel rencontre Eduardo Mondlane, un intellectuel mozambicain en lutte contre le colonialisme portugais au Mozambique. En 1963, Samora Machel quitte son épouse et choisit de rejoindre la lutte indépendantiste contre la puissance coloniale portugaise. Machel intègre le Frélimo, Front de libération du Mozambique, suit un entraînement militaire en Algérie et rejoint son chef, Mondlane, en Tanzanie. Il fait partie le 25 septembre 1964 des guérilleros du Frélimo qui déclenchent la lutte armée contre le Portugal, pénétrant en territoire mozambicain. En 1966, il devient secrétaire à la défense du Frélimo, succédant à Philippe Magaia, mort au combat. En 1968, Machel devient commandant en chef des forces armées et entre au comité central du Frélimo. Le Frélimo n'attend pas le retrait des troupes portugaises de l'Angola pour développer sa propre administration dans les régions libérées, perçues comme un contre-État, création d'écoles, de centres de santé, développement de culture agricole, premier, comité du parti, création d'une école du parti, chargée de former idéologiquement ses cadres. Après l'assassinat d'Eduardo Mondlane en 1969, il accède à la direction du parti au sein d'un triumvirat avec Marcelino dos Santos et le révérend Uria Simango. Samora Machel représente alors l'aile marxiste et multiraciale face aux tenants du courant africaniste. Dès 1970, il s'impose face à ses deux rivaux et prend seul la direction du mouvement de libération marxiste. Josina Mutamba, sa seconde femme, rencontrée en Tanzanie, meurt en 1971. En 1973, il se remarie avec Graça Machel, née Simbine, qui se remariera ultérieurement, en juillet 1998, au président sud-africain Nelson Mandela. Le 19 octobre 1986 dans l'après-midi, Machel revient en avion du sommet de Lusaka, d'où avaient été discutées avec les pays régionaux des mesures communes à adopter contre le régime sud-africain, quand son Tupolev 134 s'écarte soudainement de 34 degrés de sa trajectoire et s'écrase en Afrique du Sud sur les flancs des montagnes Lebombo, connues au Mozambique sous le nom de Monte Libombo, à 300 mètres de la frontière mozambicaine, près de Mbuzini, non loin de Komati-Port. Machel et 24 autres occupants meurent dont son attaché de presse, le poète Gulamo Khan, 9 survivent. Des unités d'élite de l'armée sud-africaine et des membres de l'exécutif, dont le ministre de la Défense Magnus Malan, se rendent immédiatement sur place et entreprennent de fouiller l'appareil afin d'y trouver des documents diplomatiques. Le Mozambique n'est informé que 10 heures plus tard du crash et de son emplacement. Après une courte période d'intérim, Joaquim Chissano devient président de la République le 6 novembre 1986. En décembre, il signait un traité d'amitié et de coopération avec le Malawi mettant fin aux tensions entre les deux pays. L'URSS et le Mozambique exigent aussitôt une enquête internationale sur place. Membre avec eux d'une commission tripartite, l'Afrique du Sud refuse initialement, en dépit des requêtes de la Commission et de l'Organisation de l'aviation civile, de mettre à disposition des enquêteurs les boîtes noires de l'appareil. En janvier 1987, la cellule d'enquête sud-africaine dirigée par le juge Cécile Margot rend son rapport et conclut à une erreur des pilotes, lesquels n'auraient pas demandé les vérifications d'usage après qu'ils se furent aperçus qu'ils s'étaient déroutés. Le rapport écarte cependant les rumeurs sur l'ivresse des pilotes, invention du ministre sud-africain des Affaires étrangères avant même le début d'une enquête, ou de vétusté de l'appareil. Au contraire, les enquêteurs soviétiques réfutent les conclusions de la commission Margot dont ils soulignent certaines contradictions et corroborent l'hypothèse d'une balise VOR qui aurait détourné l'appareil de sa trajectoire. En 1996, un rapport de la commission Vérité et Réconciliation, chargé d'enquêter sur les crimes commis sous l'apartheid,
recommande un complément d'enquête pour éclaircir des points litigieux soulevés par ses recherches. Le chef de la commission des investigations, Dumisa Ntsebza, explique en effet que le faisceau de soupçons de la commission impliquant l'armée sud-africaine, le renseignement militaire et les forces spéciales justifie l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire. Les autorités ne donnent pourtant pas suite à cette recommandation et aucune nouvelle enquête n'est ouverte. Le 9 février 2006, Charles Nkakula, ministre sud-africain de la Sécurité, ordonna qu'un complément d'enquête soit effectué. Toutefois, en 2007, Jacinto Veloso, un ancien membre de la police du Mozambique et ami de Machel, publie ses mémoires dans lesquels il soutient que la mort de l'ancien président était due à un complot entre les services secrets sud-africains et les soviétiques qui auraient considéré dangereux que Machel améliore les relations de son pays avec les puissances occidentales. En 2010, le journaliste portugais José Milas publie un livre dans lequel il défend l'hypothèse d'erreur de l'équipage russe. Selon lui, tant les soviétiques que les mozambicains auraient intérêt à répandre la thèse d'un attentat perpétré par le gouvernement de l'Afrique du Sud. L'URSS voudrait sauvegarder sa réputation, qualité mécanique de l'appareil et professionnalisme de l'équipage, alors que le gouvernement du Mozambique chercherait à créer un martyr. En Afrique du Sud, le journaliste Mpikleni Duma recueille les témoignages d'anciens membres des services de renseignement qui lui déclarent que leur unité avait été chargée d'organiser le crash de l'avion présidentiel. Au moins 2 techniciens de l'aéroport de Maputo auraient été recrutés et payés par l'agent sud-africain Craig Williamson, responsable de plusieurs assassinats de militants anti-apartheid réfugiés au Mozambique. Le refus de l'histoire. Né le 9 janvier 1922 à Farana en Guinée et mort le 26 mars 1984 à Cleveland aux États-Unis, Ahmed Sékou Touré est le premier président de la République de Guinée, en poste à partir de l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984. Sékou Touré est membre de l'aristocratie de l'ethnie mandingue et a pour grand-mère maternelle Bagbe Ramata Touré, une des filles de l'Almami Samori Touré, 1830 à 1900. Ce dernier avait résisté à la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Il est le fils d'Alpha, Boucher Malinké et Aminata Fadiga. Il fréquente des écoles coraniques et des établissements français. Il étudie au lycée technique Georges Poiret de Conakry, d'où il est renvoyé à l'âge de 15 ans pour avoir mené une protestation contre la nourriture servie à l'école. Durant sa jeunesse et après être devenu président de la République, Sékou Touré étudie les travaux des philosophes communistes, en particulier ceux de Karl Marx et de Lénine. Avant l'indépendance, Sékou Touré travaille pour les services postaux mais il est bloqué dans son ascension professionnelle et ne peut accéder aux postes de responsabilité auxquels il aspire. Il reste donc simple responsable des postes, mais s'investit dans le syndicalisme en devenant un des meneurs de la jeune génération guinéenne. En 1945, il devient le secrétaire général du syndicat des postiers, le premier syndicat fondé en Guinée. Les syndicats étaient interdits dans les colonies françaises jusqu'en 1944, puis contribue à organiser l'Union des syndicats confédérés de Guinée, USCG, affiliée à la CGT, dont il est élu secrétaire général. Il participe en 1947 à la fondation du Parti démocratique guinéen, antenne locale du Rassemblement démocratique africain, RDA, parti agissant pour la décolonisation de l'Afrique. Il est l'un des dirigeants du RDA, travaillant étroitement avec son futur rival, Félix Houphouët-Boigny, qui devint en 1960 le président de la Côte d'Ivoire. Il accepte en dépit de ses réticences la décision de Houphouët-Boigny de rompre avec les communistes et d'abandonner la lutte pour l'indépendance immédiate afin de se rapprocher du gouvernement français. Il échoue à conquérir un siège à l'Assemblée nationale française lors des élections législatives de 1951 et 1954, ce dernier scrutin, de l'aveu du ministre de la France d'Outre-mer Robert Buron, a été honteusement truqué pour provoquer l'élimination de Sékou Touré. Il est élu député lors de sa 3e participation en 1956, ainsi que maire de Conakry en 1955, sous la bannière du RDA, position qu'il utilise pour lancer des critiques pointues du régime colonial. Il siège cependant au sein du groupe parlementaire du RDA-UDSR et appartient ainsi de facto à la majorité gouvernementale. Il se lie d'amitié avec François Mitterrand, l'un des principaux dirigeants de l'UDSR. En 1957, il organise l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, une centrale syndicale commune pour l'Afrique occidentale française. La métropole française est en pleine discussion sur la décolonisation qui s'annonçait,
lors de la visite du 25 août 1958 effectuée par le général de Gaulle à Conakry pour défendre le maintien de la Guinée dans la communauté française, Sékou Touré défend une « entité multinationale composée d'États libres et égaux » et déclare qu'il votera « oui » au référendum seulement si le texte est amendé afin de reconnaître au peuple le « droit à l'indépendance ». Cet incident lui vaut une solide rancune de Gaulle qui, mal informé de la situation en Guinée, ne s'attendait pas à être reçu avec un discours aussi offensif. En 1958, plus d'1 million de Guinéens votent « non », seuls 57 000 ont voté « oui » au référendum parrainé par le gouvernement français sur l'union avec la France et choisissent l'indépendance totale, qu'ils obtiennent le 2 octobre 1958, avec Sékou Touré à la tête du pays. La Guinée est la seule des colonies africaines de la France à voter pour l'indépendance immédiate tandis que le reste de l'Afrique francophone choisit l'indépendance 2 ans plus tard, en 1960. Le président de Gaulle réagit en ordonnant aux fonctionnaires et techniciens français de quitter immédiatement la Guinée, ce qui suscite un certain nombre de difficultés pour le jeune État guinéen. Les colons français emportent avec eux tout leur matériel de valeur, rapatrient les archives souveraines françaises et, surtout, les liens économiques sont rompus. Malgré les difficultés, Sékou Touré affirme préférer la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la servitude. Le début de la présidence de Sékou Touré est marqué par une politique marxiste, avec la nationalisation des entreprises étrangères et une économie fortement planifiée. Sékou Touré remporte le prix Lénine pour la paix en 1961. La France mène alors une guerre économique contre son ancienne colonie. Les services secrets français vont notamment répandre de faux francs guinéens pour déstabiliser la Guinée monétairement. Ses premières actions pour rejeter les Français puis pour s'approprier la richesse et les terres agricoles des propriétaires traditionnels, irritent de nombreux acteurs puissants, mais l'échec de son gouvernement à fournir des capacités économiques ou des droits démocratiques, encore plus. Alors qu'il est encore admiré dans beaucoup de pays en Afrique et dans le mouvement panafricain, de nombreux Guinéens, des militants de gauche et de droite en Europe deviennent très critiques envers le régime de Sékou Touré en particulier quant à son échec à instituer une véritable démocratie. Dans les années 1960, il est le premier chef d'État africain à se rendre en visite officielle en Chine, qui apporte des aides financières à la Guinée. Le débarquement des militaires portugais le 22 novembre 1970 entraîne une répression sans précédent touchant l'ensemble de la société guinéenne. Selon Amnesty International, ce sont plus de 50 000 Guinéens qui sont tués. Selon André Lehouin, ancien ambassadeur de France en Guinée, les services secrets de l'Allemagne de l'Est ont préparé un faux document accusant les Allemands de l'Ouest d'être impliqués dans le débarquement. De 1965 à 1975, il rompt toutes ses relations avec la France, ancienne puissance coloniale. Les frictions entre la France et la Guinée sont fréquentes. Aux tentatives de renversement du président guinéen, dont il accuse les autorités françaises, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal d'être l'auteur, Sékou Touré répond par une répression contre l'opposition. Craignant une intervention militaire de l'ancien colonisateur, le chef d'État se rapproche du camp socialiste, bénéficiant d'aides chinoises et soviétiques. Sékou Touré estime que l'Afrique a perdu beaucoup pendant la colonisation et qu'elle devrait riposter en coupant les liens avec les anciens pays coloniaux. C'est seulement en 1978 que le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, effectue une visite officielle, en signe de réconciliation. Tout au long de son différend avec la France, la Guinée maintient de bonnes relations avec plusieurs pays socialistes. Cependant, l'attitude de Sékou Touré envers la France n'est généralement pas bien accueillie, et certains pays africains rompent les relations diplomatiques avec la Guinée. Malgré cela, Sékou Touré gagne le soutien de nombreux groupes et dirigeants anticolonialistes et panafricains. Maurice Robert, chef du secteur Afrique au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDES, de 1958 à 1968, explique que « nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition ». Une opération de cette envergure comporte plusieurs phases, le recueil et l'analyse des renseignements, l'élaboration d'un plan d'action à partir de ces renseignements, l'étude et la mise en place des moyens logistiques, l'adoption de mesures pour la réalisation du plan. Avec l'aide d'exilés guinéens réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta Djallon. L'encadrement était assuré par des experts français en opération clandestine. Nous avons armé et entraîné ces opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré.
Parmi ces actions de déstabilisation, je peux citer l'opération Percy, par exemple, qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéens dans le but de déséquilibrer l'économie. Ses principaux alliés dans la région sont les présidents du Ghana Kwame Nkrumah et du Mali Modibo Keïta. Après que Nkrumah est renversé par un coup d'État en 1966, Sékou Touré lui offre refuge en Guinée et lui propose d'être coprésident de la République, ce qu'il refuse. En tant que figure du mouvement panafricaniste, il s'en prend toujours aux anciennes puissances coloniales, et se lie d'amitié avec des militants afro-américains comme Malcolm X et Stokely Carmichael, à qui il offre l'asile. Sékou Touré, avec Nkrumah, contribue à la formation du Parti révolutionnaire du peuple africain, All African People's Revolutionary Party, et aide les guérilleros du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PEG, dans leur lutte contre le colonialisme portugais en Guinée portugaise. Les Portugais lancent une attaque sur Conakry en 1970, Opération Mar Verde, ou Opération Green Sea, pour sauver des prisonniers de guerre portugais, renverser le régime de Sékou Touré et détruire les bases du PEG. Il apporte un soutien financier à l'ANC de Nelson Mandela lors de la tournée africaine de celui-ci en 1962. Nelson Mandela arrive à Conakry le 12 avril 1962 et, dans ses mémoires Un long chemin vers la liberté 20, il écrit avoir été déçu par le président Sékou Touré qui le recevra avec Oliver Tambo. À la suite de sa demande de soutien au mouvement de libération Umkhonto we Sizwe, Sékou Touré leur fait un discours et leur donne ses livres et des francs guinéens qui n'avaient aucune valeur hors du pays. À sa sortie de prison, Mandela visitera tous les pays qu'il avait soutenus mais ne viendra pas en Guinée. L'indépendance de la Guinée démarre sur un conflit de séparation avec la France. En 1958, Sékou Touré refuse de poursuivre un pacte post-colonialiste avec la France, un non-alignement qui froissera le général de Gaulle jusqu'à la fin de son mandat. Le 25 août 1958, après des visites triomphales à Madagascar, au Congo et en Côte d'Ivoire, le général de Gaulle est froidement reçu par Sékou Touré qui déclare dans son discours « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». À quoi de Gaulle rétorque « L'indépendance est à la disposition de la Guinée, la métropole en tirera, bien sûr, des conséquences ». Après le vote de la Guinée pour son indépendance, si certains hauts fonctionnaires français plaident en faveur de négociations avec le nouvel État, de Gaulle, encore échaudé par l'affront reçu à Conakry, refuse toute conciliation. L'administrateur colonial Paul Masson se souviendra lors de l'écriture de ses mémoires avoir été vertement accueilli par le général, mais laissez-le donc, Sékou Touré, bouffer ses bananes et ses cacahuètes. Le jour même du vote, un commando de parachutistes est déployé pour récupérer les billets émis par la Banque de France, plusieurs milliards de francs CFA. Les financements à destination de la Guinée sont immédiatement annulés et les fonctionnaires français rapatriés. L'objectif du gouvernement français, tel que mentionné dans des télégrammes diplomatiques secrets est de placer la Guinée en situation de demanderesse, et de se servir de cette arme très réelle pour amener autant que possible la Guinée à la récipiscence. Le haut-commissaire colonial Pierre Messmer fait intercepter à Abidjan 4000 tonnes de riz destinées à réapprovisionner les stocks guinéens, quasiment vides. La France tente également, mais sans succès, de retarder l'admission de la Guinée aux Nations Unies. Les liens diplomatiques sont complètement rompus en 1965. Pendant cette période de froid, les diplomates français passent par les organes diplomatiques italiens pour communiquer avec leurs homologues guinéens. Les années 1970 et l'arrivée de Georges Pompidou sont synonymes d'apaisement entre les deux pays, le nouveau président ne souhaitant s'ingérer dans les affaires guinéennes. Le mandat de Valéry Giscard d'Estaing signe la reprise des relations diplomatiques, avec en juillet 1975 la nomination d'André Leouin en tant que premier ambassadeur français à Conakry. Giscard d'Estaing se rend en visite officielle à Conakry en décembre 1978, et en septembre 1982, Sékou Touré se rend à son tour à Paris pour y rencontrer le président François Mitterrand. Selon Pierre Messmer dans le tome 2 de ses mémoires, 1998, durant l'année 1959 à 1960, les services français menés par Jacques Foccart ont organisé une tentative de renversement du gouvernement Touré en collaboration avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, tentative déjouée par Sékou Touré. En 1983, après 25 ans de conflit, Sékou Touré invite Jacques Foccart à le rencontrer à Conakry, les deux hommes s'expliquent sur le passé, et se mettent d'accord pour poursuivre leurs relations devenues cordiales. Les relations avec les États-Unis fluctuent au cours du règne de Sékou Touré.
Celui-ci est impressionné par l'approche de l'administration Eisenhower en Afrique, et il affirme que John Fitzgerald Kennedy est son seul ami véritable dans le monde extérieur. Il est impressionné par l'intérêt que porte Kennedy au développement de l'Afrique et son engagement pour les droits civils aux États-Unis. Sékou Touré blâme les ingérences soviétiques lors des troubles survenus en 1962 et se tourne donc vers les États-Unis. Ses relations avec les États-Unis se détériorent après la mort de Kennedy, quand une délégation guinéenne est emprisonnée au Ghana, après le renversement de Nkrumah. Sékou Touré condamne Washington. Il craint que la CIA ne complote contre son propre régime. Une fois le rapprochement de la Guinée avec la France entamé dans les années 1970, ses soutiens marxistes commencent à s'opposer à la tendance croissante de son gouvernement à la libéralisation capitaliste. En 1977, les protestations contre la politique économique de Touré, qui réprimait le commerce non autorisé, ont déclenché des émeutes au cours desquelles 3 gouverneurs régionaux ont été tués. Touré a répondu en assouplissant les restrictions sur le commerce, en offrant l'amnistie aux exilés, dont des milliers sont revenus, et en libérant des centaines de prisonniers politiques. Les relations avec le bloc soviétique se sont refroidies alors que Touré cherchait à augmenter l'aide occidentale et les investissements privés pour l'économie en difficulté de la Guinée. En 1978, il renonce officiellement au marxisme et rétablit le commerce avec l'Occident. Des élections à liste unique ont eu lieu en 1980 pour élire les représentants de l'Assemblée nationale. Sékou Touré est réélu sans opposition à un 4e mandat de 7 ans comme président le 9 mai 1982. Une nouvelle constitution est aussi adoptée. L'été suivant, Sékou Touré se rend aux États-Unis dans le cadre d'une inversion de sa politique économique, en quête d'investissements occidentaux pour développer les immenses ressources minérales de la Guinée, admettant que sa politique marxiste avait échoué. En 1983, il annonce une certaine libéralisation économique dont la commercialisation des produits par les commerçants privés. Afin de ranimer l'identité guinéenne, Sékou Touré mise sur la promotion de la culture nationale. Notre musique doit s'élever d'un monde qui l'a corrompu au travers de la domination coloniale et affirmer les pleins droits du peuple. Les orchestres privés sont dissous et les musiciens deviennent des fonctionnaires. Le label Siliphone, régie d'État créé en 1967, produit 150 références jusqu'à sa disparition en 1983. Le 20 mars 1984, après de nombreux déplacements pour l'organisation du 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, il conclut le congrès des syndicats du CEDEAO en déclarant « Je resterai syndicaliste jusqu'à ma mort ». Quelques heures plus tard, il est pris de fort malaise. Des médecins marocains affrétés par le roi Hassan II diagnostiquent de sérieux problèmes cardiaques. Le 24 mars, des cardiologues américains diagnostiquent un anévrisme de l'aorte. L'Arabie Saoudite dépêche aussitôt un avion médicalisé pour l'emmener à Cleveland aux États-Unis. À l'époque de Sékou Touré, aucun avion, autre que ceux des lignes régulières, ne pouvait atterrir à Conakry sans l'autorisation personnelle du président. Lorsque l'avion saoudien arrive à Conakry, la tour de contrôle, selon la procédure, contacte le président pour obtenir son autorisation. Ne pouvant joindre Sékou Touré dont l'état critique était tenu secret, les contrôleurs refusent le droit d'atterrissage à l'appareil, qui met le cap sur Dakar. Ce n'est que le lendemain, lorsque le Premier ministre, Louis Bivogui, médecin de profession, s'enquiert de l'avion médicalisé, que l'appareil revient à Conakry et que Sékou Touré est finalement évacué aux États-Unis malgré sa réticence à l'idée de quitter son pays. Sékou Touré meurt le 26 mars 1984 à 15h23 à Cleveland, Ohio, aux États-Unis, lors d'une opération de chirurgie cardiaque. Sa dépouille est rapatriée le 28 mars et exposée pendant 2 jours au palais présidentiel. Il est inhumé le 30 mars au mausolée de Kameyen. Le Premier ministre Louis Lansana Bivogui devient président par intérim, en attendant des élections qui devaient avoir lieu dans les 45 jours. Cependant, à cause de la mort de Touré, le 3 avril 1984, les forces armées s'impatientent et prennent le pouvoir en dénonçant les dernières années du régime comme une dictature, sanglante et impitoyable. La Constitution est suspendue, l'Assemblée nationale est dissoute ainsi que le parti unique. Les proches de Sékou Touré et des officiels sont emprisonnés à Kindia. Le meneur du coup d'État, le colonel Lansana Conté, assume la présidence le 5 avril, à la tête du Comité militaire de redressement national, CMRN. Environ 1000 prisonniers politiques sont libérés du sinistre Camboiro. Le 14 juillet 2020, sa tombe est profanée par un inconnu.
Selon un militant du Parti démocratique de Guinée qui s'est rendu sur les lieux, l'individu a mis le feu au drapeau tricolore qui se trouvait sur la tombe. Puis il a commencé à verser du liquide dans la sépulture de l'ancien président. Le lendemain, sa veuve déplore l'acte de profanation. Elle précise que le mausolée appartient à son clan mais qu'il est abandonné sans sécurité. Elle envisage d'embaucher du personnel de sécurité dédié.